Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le Congo doit respecter une importante échéance de remboursement en octobre prochain d'un montant de plus de 309 milliards de francs CFA. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que les autorités congolaises, notamment au niveau du ministère des Finances, n'ont pas toujours ouvert le fameux compte séquestre auprès de la Banque centrale. Le compte séquestre dans lequel devaient être logées des recettes pour préparer l'amortissement de cette importante échéance de remboursement. Il faut noter que cette échéance de remboursement va coïncider avec aussi la prise en charge des charges incompressibles de l'État congolais, qui dit charges incompressibles veut dire aussi le paiement des salaires. Mais étonnant également parce que Brazzaville n'a pas pensé au reprofilage ou alors au lissage de la dette. Les termes paraissent techniques. En fait, les arrangements que l'on peut entreprendre avec les différents partenaires, c'est-à-dire les créanciers, au fin de leur dire que nous pouvons être en difficulté, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ce qui nous amène absolument tout droit à cette exigence de remboursement en octobre prochain. Mais il faut noter une chose, c'est que entre-temps, il y a aussi la qualité de la signature du Congo qui s'est considérablement dégradée sur ce marché. Tenez par exemple, pour payer les salaires de mai dernier, le gouvernement a sollicité auprès d'une société d'intermédiation un montant de 100 milliards de francs CFA sur ce marché des titres publics. Nous n'en avons eu que 50, ce qui dénote quand même, il faut le reconnaître, de la dégradation de la qualité de notre signature. Et pour cause, c'est vrai que on pourrait me dire que le marché est saturé parce que tous les États de la sous-région ont recours à ce marché, mais pour le cas du Congo, il faut le reconnaître, nous avons connu ce qu'on appelle les défauts de paiement, c'est-à-dire la possibilité pour nous de ne pas respecter l'échéance de remboursement d'une dette que nous avons contractée. Et il y a aussi une autre dégradation de la qualité de nos signatures qui vient du fait que les spécialistes en valeur du trésor, c'est-à-dire si vous voulez les courtiers, c'est-à-dire ces gens qui jouent un très grand rôle sur ce marché et qui doivent absolument accompagner tout État, eh ben, il y a quand même comme des espèces de plaintes du fait que les commissions aujourd'hui sont exagérées, sont au-delà des normes sous-régionales. De manière normative, c'est entre 0,25% et 0,5%. Mais pour le cas d'espèce, notamment donc pour lever les 100 milliards, puisqu'on en a vu que 50, les gens ont perçu 1 milliard 200 millions de francs CFA. Si vous faites des calculs, ça représente donc un taux de commission de 2,4%. C'est exagérément au-delà de la norme. Et donc, il y a une habitude qui s'est installée depuis, il faut le dire, l'arrivée du nouveau ministre des Finances, Yoka Christian, qui consiste à ce que l'on demande de payer entre 1 et 2,5%. Je rappelle à toute fin utile que la dette du Congo s'est hypertrophiée depuis l'arrivée justement du ministre Yoka, qui était au départ si réticent à solliciter le marché des titres publics en comptant sur la mobilisation des recettes publiques sur le plan local, notamment la douane et les impôts, mais lui aussi, aujourd'hui, il est entré dans la cadence du marché des titres publics, même si, je dois le reconnaître, tous les ministres n'ont pas connu la même façon de fonctionner avec le marché des titres publics. Alors, en ce qui concerne le ministre Yoka, on est déjà à plus de 300 milliards, sinon 400 milliards de francs CFA de dettes sur le marché des titres publics. On était d'abord, pour votre gouverne à son arrivée, à un peu plus de 2400 milliards de francs CFA aujourd'hui. La dette se situe à plus de 2800 milliards de francs CFA. Donc, il faut noter que s'il a pu lever un peu plus de 300 milliards de francs CFA, auquel il faut ajouter les intérêts, on est donc à plus de 400 milliards de francs CFA. Donc,
Ce sont des pratiques qui ne sont pas conformes, des pratiques de transparence telles qu'est dictées par la CEMAC en 2012, et on est donc au-delà des proportions. Et c'est pourquoi certainement, peut-être on laissera toute l'attitude à ceux qui doivent mener des investigations, ou alors pourquoi pas ramener de l'ordre dans ce genre de comportement, de jouer pleinement leur rôle. Mais il faut le reconnaître, quoique les gens perçoivent ces commissions ou rétrocommissions, c'est le mot que je peux utiliser, de toute façon, c'est l'État qui va toujours payer cet argent. Et il y a un autre aspect qui complique aujourd'hui aussi quand même notre situation, non seulement sur ce marché des titres publics tel que je viens de le décrire, mais aussi le fait que même au niveau de tous les acteurs de ce marché, puisque c'est les banques et généralement quelques sociétés d'assurance, mais beaucoup plus des banques qui sont les principaux acteurs sur ce marché. Vous savez très bien, moi j'ai suivi le ministre des Finances, Christian Yoka, qui s'est déplacé à la Banque postale du Congo. Très bonne chose, parce que peut-être que c'est par ça qu'il aurait dû commencer. Selon nos informations, et c'est ce qu'on ne peut pas dire, n'est-ce pas, parfois à la presse, nos investigations ont abouti au fait que la Banque postale du Congo a mobilisé pour le compte de l'État congolais plus de 400 milliards de francs CFA, selon les informations en notre possession. Il y a des sources qui parlent de 250 milliards, mais des sources beaucoup plus, des sources concordantes parlent plutôt de plus de 400 milliards de francs CFA que la Banque postale a dû mobiliser sur ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est quoi le marché interbancaire? Ça peut être assez technique. Le marché interbancaire, c'est quoi? Ça veut dire qu'entre les banques, il y a la possibilité de se prêter de l'argent. Une banque peut emprunter de l'argent auprès d'une ou d'autres banques, d'une ou deux ou trois autres banques pour un projet. Ce sont des choses qui se passent dans ce milieu et c'est bien encadré par la Banque centrale et même la Commission bancaire d'Afrique centrale. Et en ce qui concerne justement l'État congolais, du fait de la dégradation de notre signature, défaut de paiement, le fait même aussi que le marché soit saturé et que les mêmes États sont en train de solliciter le même marché, alors l'État congolais s'est adjugé les services de la Banque postale pour justement l'aider à mobiliser des fonds pour des besoins de trésorerie. Je rappelle qu'il n'y a pas que la Banque postale dans ce genre d'initiative, puisqu'il y a aussi la Société nationale des pétroles du Congo qui, comme vous le savez, a été obligée de lancer récemment un emprunt obligataire avec des succès mi-figue, mi-raisin, justement toujours du fait de ce que je viens d'avancer comme dégradation de la qualité de la signature du Congo. Et la Banque postale, donc, qui l'a fait, vous savez, les autres banques, c'est vrai, elles se font plus confiance entre elles que faire confiance à des entreprises. Le problème ici, c'est que les banques camerounaises, gabonaises et même congolaises qui donc mettent à la disposition de la Banque postale leur argent, regardent quand même ces transactions. Et les transactions de la Banque postale, on le sait, boostées par le contrat de prestation de services à lui offert par l'argentier du Congo, c'est-à-dire le ministère des Finances, vous savez, le fameux GUP, c'est-à-dire le guichet unique de paiement. Alors, ce sont des éléments qui ont présidé en faveur de la Banque postale. Et c'est comme ça qu'elle réussit à lever des fonds et à les mettre à la disposition du Congo. Selon nos informations, je crois savoir qu'il y a des difficultés pour l'État congolais de faire face à ces engagements, c'est-à-dire donc de respecter les échéances de paiement. Ce qui quand même dans le monde bancaire, vous le savez très bien, pour ceux qui pratiquent le monde des banques, lorsque une banque, vous devez à une seule banque et que vous n'avez pas remboursé votre argent, vous partez dans une autre, eh bien, sachez que vous êtes déjà blacklisté parce qu'il y a comme une coordination qui s'est faite pour signaler aux autres banques que tel client n'est pas crédible. Et en ce qui concerne justement le Congo, c'est une situation qui est vraiment vécue parce que certaines banques qui sont dans cette situation nous en parlent à mi-gorge.
Et ça fait que cela dégrade aussi donc davantage la qualité de la signature du Congo, c'est-à-dire le Congo qui pouvait à la fois compter sur le marché des titres publics. Je vous ai expliqué tout à l'heure la pratique des rétrocommissions, le marché est saturé, pouvait donc aussi compter, pourquoi pas, sur sa banque, parce que c'est une banque à capitaux publics, 100% à capitaux publics, s'adresse à elle, laquelle use de la qualité de sa signature pour s'adresser à ses consoeurs de la sous-région qui réussissent à mobiliser donc des importantes sommes d'argent, donc évaluées en milliards de francs CFA, afin de voler au secours de l'État congolais. Et lorsque l'État congolais donc ne respecte pas les échéances de remboursement, eh ben cela, comme vous pouvez imaginer, dégrade davantage la signature du Congo sur le marché interbancaire, mais aussi sur le marché des titres publics, d'autant plus que les principaux animateurs du marché des titres publics, ce sont justement ces banques. Voilà la situation donc à laquelle on est quand même confronté. Et je dois ajouter aussi une chose qui crée quand même aussi une espèce de cacophonie au niveau du ministère des Finances, c'est l'instabilité à ce poste. Téné, par exemple, depuis le retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso, on a connu Mathias Nzon, Rigobert Ojean-Deli 1, Pacifique Essoabeka, paix à son âme, Gilbert Ondongo, Kalis Ganongo, Andeli, Rigobert Roger Andeli 2, Jean-Baptiste Ondaï et maintenant Christian Yoka. Je vous épargne de l'épisode de la guerre qu'il y a eu entre Ludovic Ngatse et Jean-Baptiste Ondaï, où on sait très bien que des attributions qui revenaient au ministre des Finances ont été, n'est-ce pas, concédées à son collègue, le ministre Ludovic Ngatse, ce qui fait que ce dernier, sur la base de ses attributions, a essayé donc de organiser le mouvement du personnel, aussi bien au niveau des douanes que des impôts. Alors, lorsque il y a ce genre d'instabilité, vous voyez que ça pose problème. Et d'ailleurs, tenez par exemple, au niveau de la caisse congolaise d'amortissement, Jean-Baptiste Ondaï, à peine venait-il de nommer un directeur général que Christian Yoka est venu l'en démettre pour en mettre un autre. Donc, ça crée une certaine instabilité. Prenons un exemple qui marche bien, c'est le Cameroun. Même si sur le plan politique, tout le monde sait que le Cameroun ne se porte pas bien, mais sur le plan quand même des finances, il y a un ministre des Finances, le nom me vient, Lupol Motazé. Lupol Motazé est à ce poste depuis plus de 5 ans, ce qui lui a permis de dérouler son chemin des réformes, d'avoir ses hommes de confiance au niveau des impôts, de la douane, de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse de consignation, bref, au point où le Cameroun, qu'on le veuille ou non, a soigné la qualité de sa signature et peut même aller sur le marché international pour lever des fonds, avec souvent des succès que l'on connaît, ce qui n'est pas le cas du Congo, parce que un ministère régalien comme celui des Finances, il faudrait que le ministre soit un baroudeur, le ministre ne soit pas celui qui réfléchit, qui a le cerveau et le cœur en France et le corps physique à Brazzaville. Parce que là, on est dans une situation très difficile, telle que je viens de vous la décrire, et on a aussi besoin d'une certaine stabilité au niveau des postes, non seulement du ministre, mais aussi de ses collaborateurs. Parce que lorsqu'il y a une instabilité au niveau du ministère des Finances, ce qui arrive souvent se disent certainement que nous n'en avons pas pour longtemps, alors il faut s'en faire plein les poches. Et ça mène des pratiques de recommission que je viens par exemple de décrire. Alors, s'agissant justement de la banque postale, c'est une parenthèse. Dans le cadre du contrat de prestation de services, puisque les autres banques réussissent donc à s'accrocher sur le fait que cette banque est détentrice d'un contrat de prestation de services rémunéré à hauteur de 0,5%. Hein. C'est contraire à ce que j'avais entendu ici et là, des élucubrations du style la rémunération est de 12 ou de 10%. C'est faux. Moi, je peux vous dire que c'est 0,5% adossé ou alors, si vous voulez, au prorata des recettes mensuelles. Et le paiement se fait par la direction générale du Trésor, c'est-à-dire que la banque postale, au regard du contrat auquel j'ai pu avoir accès en lisant, signé par d'abord le ministre, fait le premier ministre Clément Mwamba et puis par son successeur Anatole Koliné Makosso,
c'est la direction générale du Trésor qui paye sur la base des factures que la Banque postale lui adresse mensuellement. Et d'ailleurs, selon nos informations, depuis le dernier trimestre 2024, la Banque postale n'a pas été payée par le Trésor public. Les factures sont là-bas au Trésor, ce n'est pas payé. Donc, je pense que c'est l'État qui lui-même s'est tiré une balle dans le pied en combattant sa propre banque qui jouait un certain rôle pour pouvoir le soulager dans ses besoins de trésorerie. Et d'ailleurs, je vous ai dit que justement la Banque postale se retrouvant dans cette situation où elle ne peut pas se représenter auprès de ses consoeurs, c'est pourquoi vous avez vu entre-temps la Société nationale des pétroles lancer un emprunt obligataire. C'est vrai que la société même a besoin d'un peu d'argent, mais une partie, je crois bien, que ça devait revenir à l'État congolais. Et là aussi, ça l'embille du fait de la dégradation de la signature du Congo. Et pourtant, la SNPC jouit quand même d'une bonne signature et quand même reconnue, crédible. Mais pourtant, je vous apprends que les banques ne se bousculent pas là où elle est passée, d'abord à Brazzaville, à Libreville au Gabon et à Douala au Cameroun. Et je rappelle aussi une autre chose concernant les rétrocommissions. Aujourd'hui, je constate dans mon enquête que l'État travaille maintenant avec 3 sociétés d'intermédiation financière. Vous avez Archer, qui s'appelait naguère Archer Capital, une congolaise. Vous avez une société de droit congolais, c'est LCB Capital. En fait, c'est une société d'intermédiation qui dépend de Bank of Africa, qui n'est autre que la filiale de la Banque marocaine du commerce extérieur installée chez nous ici à Brazzaville. Et vous avez une société camerounaise qui s'appelle Elite Capital, située à Douala au Cameroun. Voilà donc les 3 sociétés aujourd'hui qui travaillent dans le cadre de l'intermédiation financière pour le compte du Congo Brazzaville. Mais tout ça, il faut le reconnaître avec ce que je viens de dire, des pratiques de rétrocommission. Peut-être il va falloir qu'on mette un tout petit peu de l'ordre dans les finances publiques, que les gens se mettent résolument au travail. Je sais que la tâche n'est pas aussi ardue, même si elle est ardue, elle n'est pas impossible. Tenez, le Congo, il y a quelques années, dans les années 90, se retrouvait parmi les pays les plus endettés par habitant. Cette situation nous a suivi jusqu'à la période post-conflit, jusqu'à ce qu'on puisse desserrer les taux de la dette à travers l'accord que nous avons eu avec le Fonds monétaire international, qui nous a permis d'abord d'atteindre le point de décision, et puis à la fin, le point d'achèvement. Vous le savez très bien, c'est ce qui a permis au Congo d'avoir une bouffée d'oxygène, puisqu'on a pu desserrer les taux de la dette et le Congo s'est remis sur orbite. Donc, si on travaille avec la même abnégation, il est probable que l'on oublie la situation difficile que nous traversons. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner, de partager notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo TV pour en savoir davantage sur l'économie, les finances, le business et tout ce qui va avec. À très bientôt.